Nous sommes le 10 juillet, bienvenue à tous dans le journal de RTI 1, les titres de l'actualité ce mercredi soir. Le président Alassane Ouattara est arrivé à Abidjan cet après-midi. Il était à Paris où il a rencontré son homologue français. Avant cela, le président Alassane Ouattara était à Niamey, dans la capitale nigérienne, pour le 12e sommet extraordinaire de l'Union africaine. Le point de ses voyages en début de journal. Renforcer les missions de la direction des enquêtes, du renseignement et de l'analyse risque, un démembrement de la direction générale des impôts. C'est l'engagement pris par le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État. Le Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA plaide pour une augmentation des subventions des États. Les élus locaux veulent le faire augmenter jusqu'à 20%. Bienvenue à tous, merci de suivre RTI 1. Il rentre de Paris, en France, où il a eu un entretien avec son homologue Emmanuel Macron dans le cadre de leur consultation périodique. Le président Alassane Ouattara est arrivé à Abidjan ce mercredi aux environs de 17h30. Avant Paris, le chef de l'État était dans la capitale nigérienne, Niamey, pour le sommet extraordinaire de l'Union africaine. Un sommet consacré au lancement de la zone de libre-échange continentale africaine. Depuis l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le président Alassane Ouattara a fait le point de ses différentes visites. Je rentre d'une mission qui m'a conduite successivement à Niamey et à Paris. À Paris, je me suis entretenu mardi 9 juillet 2019 avec le président de la République française, Emmanuel Macron. C'était une belle rencontre qui a duré plus d'une heure de temps. Et cette rencontre s'inscrit dans le cadre de nos consultations régulières. Je l'avais déjà rencontré en début d'année, au mois de février. Nous avons évoqué les questions bilatérales, régionales et internationales. Et comme vous le savez, les relations entre nos deux pays sont des relations anciennes, fortes, excellentes. Et nous avons réaffirmé notre volonté de continuer à nous consulter sur les questions d'intérêt commun, mais également sur les questions internationales. Et au plan national, nous avons évoqué les dossiers en cours tels que le métro d'Abidjan. Là, les choses sont maintenant bien en place en ce qui concerne les discussions sur l'accord sur les prix et les détails techniques. Nous avons évoqué également l'Académie régionale de lutte antiterroriste, où les travaux vont commencer assez rapidement, ainsi que d'autres projets d'intérêt national. Nous avons aussi abordé les questions régionales, notamment la persistance des foyers de tension et des conflits communautaires dans certains pays de notre sous-région. Et sur ces questions, nous sommes convenus de continuer de mutualiser nos efforts et nous avons bien évidemment noté leurs préoccupations de tout faire pour que ces difficultés ne s'étendent pas sur le reste du continent. Je lui ai expliqué toutes les dispositions prises par la Côte d'Ivoire, qui sont importantes, mais qui sont coûteuses. Mais il y va donc de la sécurité nationale. Avant la France, j'étais à Niamey, où j'ai pris part le dimanche 7 juillet au 12e sommet extraordinaire de l'Union africaine. Ce sommet était consacré au lancement de la phase opérationnelle de l'accord de zone de libre-échange continentale africaine, appelé la ZLECAf. Et ce sommet important a vu la participation d'environ 30 chefs d'État. Il y a une très belle mobilisation des autorités et des populations nigériennes à cette occasion.
et je voudrais leur rendre hommage et les féliciter pour la parfaite organisation de ce sommet important. Alors, les chefs d'État se sont accordés à constater que la ZLECA fait un pas important vers l'intégration complète du continent. Vous le savez, le passeport biométrique a déjà été mis en œuvre. Les différentes régions ont des communautés régionales et tentent des efforts d'intégration. Et maintenant, avoir un marché unique pour les marchandises et les services pour l'ensemble du continent est quelque chose de remarquable. Il faut qu'on y arrive. Ce ne sera pas facile, mais cela permettra de renforcer l'intégration économique du continent et d'améliorer les conditions de vie des populations. J'ai toujours été d'avis que le commerce est la meilleure voie de parvenir au développement et non pas l'aide et l'assistance des autres. Et je crois que la Côte d'Ivoire montre l'exemple, puisque le commerce intra-africain pour la Côte d'Ivoire est de plus de 20%, je crois 23-24%, par rapport au taux de 7% pour l'ensemble du continent. Au cours de nos travaux, nous avons passé en revue les différents textes qui fondent la zone de libre-échange afin de nous accorder sur ce qui reste à faire de manière très détaillée, parce que c'est un travail considérable. Il ne s'agit pas de signer et de ratifier les textes, mais il faut maintenant la mise en œuvre. Et nous avons été ambitieux en indiquant que la mise en œuvre effective doit avoir lieu le 1er juillet 2020, ce qui veut dire qu'il nous reste à peine un an pour parvenir à la mise en œuvre effective. C'est un défi important. Il faut que les uns et les autres fassent des efforts considérables et en ce qui nous concerne, nous ferons tout pour être conformes à nos engagements. Et bien évidemment, cette mise en œuvre demande la levée définitive des entraves au développement des échanges intra-africains. Ce ne sera pas une décision facile parce que déjà à l'intérieur des pays, nous savons qu'il y a des entraves à la circulation des biens et des personnes. Alors aller au-delà des frontières et le faire entre États ne sera pas chose facile. Il faudra une véritable volonté politique. Et nous sommes tous accordés à dire que des efforts considérables seront à faire au niveau de chacun de nos États. J'ai indiqué au sommet que pour la Côte d'Ivoire, les choses ont bien évolué. D'abord, à l'intérieur, nous avons beaucoup moins de barrages que par le passé. Je me souviens, quand j'étais Premier ministre, il y avait plus d'une trentaine de barrages entre Abidjan et le Nord. Maintenant, ce sont des barrages à des points très précis pour des raisons sécuritaires. Donc, nous n'en avons pas tellement. Et j'ai indiqué également que du fait que la Côte d'Ivoire soit une économie libérale, nous avons facilement accepté l'installation des entreprises de la sous-région et même du continent. Prenez l'exemple des banques. Et je pourrais continuer la liste que nous admettons, l'installation des sociétés africaines dans notre pays. Mais j'ai indiqué que nous avons été alertés par le patronat ivoirien et la Chambre de commerce que ce n'est pas facile pour les entreprises ivoiriennes de s'installer dans les autres pays et que nous insistons sur la réciprocité et sur la nécessité de faire en sorte que les choses se fassent de la même manière pour tout le monde et que les entreprises ivoiriennes, qui sont très dynamiques et qui ont ces dernières années montré leur capacité de production et de transformation, puissent s'installer dans le pays de leur choix, sur le continent, pas seulement dans les pays voisins, mais sur l'ensemble du continent. Je pense que mon message a été bien entendu et nous considérons tous que si les pays africains acceptent de développer le commerce, s'il s'agit de commercer entre
1,3 milliard d'habitants et plusieurs milliers de milliards d'euros. Le passage de biens d'un pays à l'autre, je crois que ça fait 2500 ou 3000 euros de circulation de biens au niveau du continent, ce qui donnerait vraiment un boost considérable pour la croissance économique dans les pays. Et bien évidemment, qui dit croissance économique dit développement et amélioration des conditions des populations. J'ai été très heureux de participer à ce sommet et c'était l'occasion de rencontrer plusieurs frères et sœurs qui y ont participé également et d'évoquer des questions bilatérales en aparté. Et ce fut un excellent sommet et je m'en réjouis. Et je voudrais à nouveau féliciter le président Issoufou pour la qualité des travaux, l'organisation donc de notre séjour et l'hospitalité particulière qui nous a été réservée. C'était là le point fait par le président Alassane Ouattara de ses derniers voyages à Niamey et à Paris. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a reçu en audience hier le vice-président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Etang Hilarion a participé aux travaux de la 45e session de l'Assemblée parlementaire francophone ici à Abidjan. Il s'est exprimé après ses échanges avec Daniel Kablan-Duncan. Après la fin des travaux de la 45e Assemblée générale, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, rendre une visite de courtoisie à son Excellence et ensuite vous venez lui présenter mes très respectueuses félicitations de la section camerounaise de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, puisque comme vous le savez tous, c'est M. Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, président de la section ivoirienne qui a été élu, porté à la présidence de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et puis lui présenter également naturellement la situation au Cameroun, lui rendre compte de ce qui se passe au Cameroun, les problèmes de Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun, les problèmes irrédentistes dans le nord et le sud-ouest anglophone du Cameroun. J'ai pensé qu'il était normal que je porte tous ces faits à sa très haute connaissance et à son examen. Cette 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie a pris fin hier mardi. Un dîner gala a été offert aux parlementaires de la francophonie présents à Abidjan et des personnalités culturelles ont été distinguées pour leur participation active à la promotion de la langue française. Éric Goré. Ce dîner gala à l'honneur des délégations de l'APF présente la légendaire hospitalité de la Côte d'Ivoire. Il a eu lieu juste après la qualification des éléphants pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les hôtes du jour ne peuvent s'empêcher de célébrer l'instant. Fini l'ambiance, le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Amadou Soumaoro, s'adresse à ses invités, suivi du président sortant de l'APF, le Québécois, François Paradis. Le thème de cette 45e session de l'APF, Parlement et renforcement de la démocratie, nous interpelle. Ce thème nous interpelle du fait de notre obligation d'œuvrer au renforcement de la démocratie dans nos États, parce que nous avons la responsabilité de prendre en compte à travers les lois et règlements les aspirations profondes de nos populations. À travers nos mots, rappelez-vous, ce matin, le maître de la parole, il enchaînait les mots, tout aussi constructifs les uns que les autres. J'ai vibré au rythme de votre musique. J'ai vibré au rythme de vos percussions. J'ai vibré au rythme de votre danse. Un dîner gala particulier selon les convives. La Côte d'Ivoire est l'une des premières terres hospitalières de notre continent. L'hospitalité de la Côte d'Ivoire n'est pas à expliquer, n'est pas à démontrer. Au-delà de l'aspect festif, l'APF a plusieurs enjeux. On trace un nouveau cap. Un cap pour s'appuyer sur les valeurs, mais aussi pour innover, pour avancer, pour faire que la francophonie soit efficace,
pour lutter contre la misère, pour favoriser le développement, pour lutter contre l'insécurité. Des personnalités qui font la promotion de la langue française ont été distinguées. Assalfo du groupe Magissystème, absent, s'est fait représenter. L'écrivain Venance Conan et le parolier Bomou Mamadou ont reçu leur médaille. Après la clôture de cette rencontre des parlementaires francophones, le président du Sénat ivoirien, Aoussou Kouadio Jano, est arrivé en République du Congo à Brazzaville où il prendra part dès demain au sommet panafricain de haut niveau sur le financement du VIH et de la santé. C'est un sommet placé sous le patronage du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Ici, en Côte d'Ivoire, pour renforcer les missions de la direction des enquêtes du renseignement et de l'analyse risque, un démembrement de la direction générale des impôts, un engagement a été pris par le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État. Il a effectué une visite de travail dans les locaux de la structure. Jean-Luc Bangbo. Comme partout où il est passé, à l'occasion de ses visites de travail, Moussa Sanogo a voulu s'imprégner des moindres détails du fonctionnement de la direction des enquêtes, du renseignement et de l'analyse risque des rares. Chaque trimestre, la banque est obligée de nous donner des informations sur les différents transferts dans lesquels il y a ces transferts qui montrent que pour son activité qu'il déclare, les informations sont importantes. Mais dans la balance du contribuable, il y a vraiment ces sorties, ces entrées que nous pouvons véritablement récupérer à partir des travaux de terrain. Les attentes du secrétaire d'État vis-à-vis de ce démembrement de la Direction générale des impôts sont grandes. Et pour cause, les activités sont tellement diversifiées qu'il est pratiquement illusoire de penser que vous pouvez faire un contrôle exhaustif, efficace, plutôt que de pouvoir définir là où il y a les risques les plus importants et comment est-ce que vous pouvez déployer les moyens au niveau de ces zones de risque-là pour démasquer un peu les fraudeurs. Le secrétaire d'État n'exclut pas la possibilité d'engager des moyens supplémentaires à la fonction d'analyse risque en vue d'améliorer la sécurisation des ressources fiscales. Créée en novembre 2016, la DERAR a pour mission la recherche du renseignement à des fins fiscales et l'analyse de la cohérence des informations produites par les contribuables. Et on s'intéresse au financement des très petites entreprises ou micro-entreprises. Un accord de près de 40 milliards de francs CFA a été signé entre l'État ivoirien et 2 partenaires financiers. Le projet va démarrer en octobre prochain. Il cible plus de 35 000 jeunes et femmes porteurs de projets. Francis Boifo. Un appel aux jeunes et aux femmes de la Côte d'Ivoire. Ne soyez pas gagnés par le découragement. Ce qui vous est demandé, c'est de pouvoir nous concevoir des projets dans lesquels vous vous engagerez vous-même à leur réussite. Le secrétaire d'État chargé de la promotion de l'investissement privé se veut rassurant parce que le financement est disponible. 40 milliards de francs CFA pour financer les projets des très petites entreprises à TPE sous forme de prêts à travers un modèle innovant appelé Clonis. Nous finançons tout type de projet qui a un projet de réparation ou de coiffeur ou de culture maraîchère ou de vente d'attiqués. Et les montants sont entre 400 jusqu'à 1 million d'euros. Il y aura des équipes sur le terrain, des coachs on les appelle. Mais mieux, il y a une innovation qui s'appelle le motivateur. C'est une personne, quelqu'un qui est là comme le motivateur qui est là pour encourager à relever des défis. L'accord de prêt a été signé mercredi entre l'Institut ivoirien de l'entreprise INIE représentant l'État, le cabinet African Investment Group Fund et Candy Group International. Il vous faudra redoubler d'ardeur au travail, surtout de rigueur, pour le suivi de ces TPE qui seront financés, afin que cet important projet ne connaisse pas les mêmes sorts, les mêmes échecs que les projets initiaux. Et qu'on puisse un jour dans cette même salle signer encore d'autres conventions qui permettront de financer les volets petites et moyennes entreprises de votre programme Clonix. Clonis est un modèle de promotion de l'entrepreneuriat. Il cible 35 100 jeunes et femmes sans emploi répartis dans 234 communes et régions. Il s'inscrit dans le programme social du gouvernement et devrait se comporter
comme un vaccin qui lutte contre la mortalité élevée des très petites entreprises TPE ainsi que les petites et moyennes entreprises PME. Dans le domaine des douanes, comment mieux gérer les données commerciales? Comment améliorer le taux de recouvrement des recettes et améliorer le climat des affaires? Le Centre régional d'assistance technique du FMI pour l'Afrique de l'Ouest a entrepris de mieux outiller les acteurs de 14 pays membres de l'Afritag. Réunis à Abidjan, ils travaillent sur l'utilisation des données pour la maîtrise des flux. Nadia Eja et Jean-Jacques Kwame. Assurer la performance de la douane en termes de mobilisation des recettes et de facilitation des échanges, ainsi que le contrôle efficace aux frontières pour lutter contre la fraude, ce sont entre autres les objectifs à atteindre avec cette rencontre. Thème retenu, les données au service de la maîtrise des flux. Il y a des échanges entre pays d'Afrique de l'Ouest, mais il y a aussi des échanges avec des pays autres que ceux de l'Afrique de l'Ouest. Nos importations les plus importantes viennent de l'extérieur de l'Afrique, notamment de la Chine, de l'Europe occidentale, de l'Amérique. Et ce sont des flux, ce sont des données, ce sont des informations importantes qui nous permettent, n'est-ce pas, de tout mettre en œuvre pour que la collecte des ressources soit les plus efficientes. Initié par le Centre régional d'assistance technique du Fonds monétaire international, Afritac de l'Ouest, ce partage d'expériences entre pays membres de l'organisation s'inscrit dans le processus de modernisation des administrations douanières. Les échanges commerciaux, les investissements internationaux s'orientent vers les pays qui offrent le plus d'efficacité, d'aide et de facilité. Un dédouanement rapide et efficace devient une condition préalable et obligatoire à la prospérité du pays et de son développement économique. Le représentant du secrétaire d'État chargé du budget a souligné l'importance de cette activité qui s'inscrit dans le cadre des réformes d'entreprise par l'administration douanière. Pour cette année 2019, les objectifs des recettes pour les douanes s'élèvent à environ 1916 milliards de francs CFA. Les meilleures petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire primées par le secrétariat d'État chargé de la promotion des PME. 21 acteurs de la chaîne de promotion des PME ont été décorés et dans le viseur, encourager et inciter les PME à contribuer efficacement au développement de la Côte d'Ivoire. Nadia Eja et Francis Boifo. Quand tu fais un travail que tu es félicité par ton pays, il n'y a rien de tel. Je suis très en joie. Et je pense aussi que la décoration, aujourd'hui j'ai reçu, je suis content, mais je dois faire encore plus. Faire plus. 20 autres acteurs des petites et moyennes entreprises PME se sont engagés à impulser le dynamisme économique de la Côte d'Ivoire. Ils ont bénéficié de cette reconnaissance de l'État. 3 ont été faits commandeurs de l'ordre du mérite, 11 officiers et 7 chevaliers de l'ordre national. Je suis heureuse. C'est l'expression de la reconnaissance du travail bien fait. Quand on travaille, on ne sait pas si on vous remarque, mais j'ai dédié cette décoration à mes collaborateurs, à ma famille. Ce qui a milité en ma faveur, c'est 21 ans au service de l'accompagnement des PME et 4 ans aujourd'hui dans les organisations patronales et dans le ministère sur les questions du secteur privé. Recevoir une médaille, un honneur, mais aussi une invite à l'excellence. C'est une exhortation pour nous à faire preuve de plus de détermination, à apporter notre pierre à l'édifice. Toute notre profonde gratitude au chef de l'État. Par cette cérémonie, le gouvernement entend saluer les efforts des acteurs des petites et moyennes entreprises. Une première. Ce sont les propriétaires de micro, petites et moyennes entreprises qui font l'économie de notre pays. Leur dire que la nation reconnaît les efforts qu'ils font chaque jour et qu'il faut continuer ces efforts, mais surtout qu'il faut être des modèles pour les autres. Ensuite, dire à l'ensemble des Ivoiriens que nous devons apprendre à nous prendre en charge pour contribuer tous à notre niveau au développement économique de notre pays. La décoration de ces 21 acteurs s'est tenue en marge de la Journée mondiale des PME. Cette journée a été initiée en 2017 et est célébrée pour la première fois en Côte d'Ivoire. Le Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA plaide pour une augmentation des subventions des États. Les élus locaux veulent faire passer cette subvention à 20%. Mamadou Kwasi. Le taux de subvention des États aux collectivités territoriales varie entre 3 et 8% de l'espace UEMOA. Un taux relativement faible pour renforcer la politique de développement local impulsée par ces États. Et ce taux, le Conseil des collectivités territoriales CCT de l'espace UEMOA
veut voir évoluer jusqu'à 20%. Un plaidoyer que les élus locaux veulent faire porter aux chefs d'État et de gouvernement au cours de leur prochain sommet qui se tiendra à Abidjan ce vendredi 12 juin 2019. Notre vœu est que cela puisse se faire comme ça se fait dans certaines régions du continent, telles que l'Afrique de l'Est ou l'Afrique australe, qu'on puisse atteindre les 15 ou 20% de transferts en matière de décentralisation. Il faut pouvoir dégager les moyens pour que les communes puissent le faire, parce que les populations sont beaucoup plus proches des collectivités territoriales, que ce soit la commune, que ce soit le département, que ce soit le cercle ou que cela soit la région. Il faut permettre à ces élus qui ont bénéficié de la confiance des populations qui les ont élus de pouvoir faire le travail et de pouvoir répondre aux attentes. Et cela est important, cela déchargerait l'État. La rencontre des élus locaux de l'UEMOA se tient dans le cadre de la 8e Assemblée générale du Conseil des collectivités territoriales, un prélude au sommet des chefs d'État et de gouvernement. Au cours de ces assises d'Abidjan, les élus locaux de l'UEMOA passent en revue les différents programmes en cours de réalisation, surtout celui sur la décentralisation financière et sur la paix et la sécurité dans l'espace communautaire. En attendant les élections locales en Guinée-Bissau, François Albert Amiché et ses pairs ont salué la tenue des élections municipales au Togo au cours du mois de juin dernier. Après la célébration officielle en janvier dernier, le 25e anniversaire de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA continue de façon éclatée dans les pays de la région. Un dîner gala à Abidjan a permis de faire le bilan des acquis, défis et perspectives de l'UEMOA. Nadia Edja et Cheikh Kone. 65 milliards de francs CFA investis dans 35 projets dans les domaines de l'agriculture, de l'eau, de l'énergie et des transports. Ce sont entre autres les réalisations de l'Union économique et monétaire ouest-africaine au cours de ces dernières années. 25 ans après sa création, l'institution fait le point sur ses acquis et défis. Le bilan est satisfaisant de mon point de vue. L'union douanière existe, il y a un tarif extérieur commun. Les échanges intracommunautaires sont certes faibles, mais c'est en progression. Aujourd'hui, nous sommes à 16,1%. On espère que ça va s'améliorer. Et il y a une liberté de circulation des personnes. Il y a quand même des défis à relever. Il faut travailler à mettre fin aux distorsions de concurrence. Voilà, qu'une entreprise qui est installée dans un des pays de l'Union puisse bénéficier de l'ensemble du marché communautaire. Avec une part de 34,61% du produit intérieur brut de l'ensemble de l'UEMOA, la Côte d'Ivoire est la locomotive de cette instance. La célébration du 25e anniversaire de l'UEMOA se tient dans un contexte favorable, marqué par un regain de croissance des économies africaines et particulièrement de l'UEMOA, porté par la forte reprise de l'économie ivoirienne. En effet, en 2018, la croissance économique de l'UEMOA est ressortie à 6,6%, la Côte d'Ivoire, affichant un taux de croissance de 7,4% en 2018, demeure un acteur clé. La célébration des 25 ans de l'UEMOA à Abidjan intervient après le lancement officiel de l'anniversaire de l'institution, le 10 janvier dernier au Burkina Faso. L'UEMOA a été créée en 1994. Elle a pour mission de créer une synergie entre les économies des 8 pays qui la constituent. Les Ivoiriens de l'extérieur veulent s'impliquer davantage et apporter leur pierre au développement de la Côte d'Ivoire. La diaspora ivoirienne tient son 3e forum les 15 et 16 juillet prochains à Abidjan. Sidonie Davila. Acteur incontournable du développement économique du pays, la diaspora ivoirienne, estimée à plus d'1,2 million, est au centre d'un forum, dénommé Forum de la diaspora. Le coup d'envoi de l'acte 3, qui est celui de l'emploi et de l'opportunité, est donné par le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, organisateur de ce rendez-vous qui a lieu tous les 2 ans. Nous avons voulu donc pour ce 3e forum nous consacrer sur 2 axes majeurs. L'axe des investissements et l'axe de la mise en valeur de nos compétences en matière de diaspora. Pour les investissements, vous savez que nos compatriotes qui vivent à l'étranger rapatrient beaucoup d'argent dans nos économies. Malheureusement, cet argent rapatrié sert à des besoins sociaux. Mais notre challenge aujourd'hui, c'est de voir comment transformer ce transfert
tous ces transferts d'argent en investissement productif. Le forum de la diaspora a eu lieu pour la première fois en 2015, le second en 2017. Avec un bilan satisfaisant, la troisième édition, prévue se tenir du 15 au 16 juillet prochain, se veut le forum de la consécration. Il y a plusieurs années, on n'a jamais parlé de politique de gestion des Ivoiriens de l'extérieur. Aujourd'hui, on est à la politique de gestion des Ivoiriens de l'extérieur et à la mise en place d'un mécanisme d'appui à leur investissement. C'est tout dire. L'évolution réside dans cela, dans leur pleine implication dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire, quand l'État met en place des dispositifs et qu'en retour, on regarde si ces dispositifs vont marcher pour augmenter la contribution de la diaspora au développement socio-économique de notre pays. Pour cette troisième édition, ce sont plus de 300 participants qui sont attendus au Forum de la diaspora. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, le ministre Mabry Touakeus est en visite de travail à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Il s'est tout particulièrement intéressé aux instituts et aux cités universitaires afin de pouvoir en améliorer le fonctionnement. Soro Corona. À l'initiative des responsables de l'université Alassane Ouattara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique visite l'Institut académique de Bouaké. Il s'agit de toucher du doigt les réalités de l'environnement universitaire dans le Gbeke. On retient en résumé l'insuffisance d'équipement au dit des différents intervenants. Pour le président de l'université, les performances sont notables avec les résultats qui mettent l'UAO au rang des meilleures universités du pays. Une institution internationalement connue pour les prouesses réalisées par ses principaux acteurs. Le premier master international d'entomologie médicale et vétérinaire avec double diplomation, le prix d'excellence du président de la République et du Premier ministre, récompensant les meilleurs enseignants et chercheurs de Côte d'Ivoire. Les prix d'excellence du président de la République et du Premier ministre, récompensant les meilleurs étudiants de Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique invite pour sa part à la cohésion les acteurs pour la bonne marche de l'université. Renforcer la cohésion au sein de l'équipe, de continuer à faire du travail la clé donc de la réussite et nous rendrons compte et certainement les difficultés qui existent réellement ici seront donc prises en compte par le gouvernement. Une visite du président de la République, Alassane Ouattara, à l'université qui porte son nom demeure le vœu le plus cher aux responsables de l'UAO. Et nous restons à Bouaké pour les journées d'excellence du groupe scolaire Broukro. Les meilleurs ont reçu des encouragements et aussi des cadeaux. Il s'agit là pour le député Charles Niaoré d'apporter sa contribution à la bonne marche de l'école dans la localité et d'amener ses jeunes élèves à la recherche de l'excellence. Kader Sogodogo. Groupe scolaire Broukro Bouaké, 20 écoliers du CP1 au CM2 encouragés pour leurs performances scolaires au cours de l'année scolaire 2018-2019 pour les moyennes obtenues qui varient entre 8 et 10. Les meilleurs écoliers ont reçu des cadeaux. Pour les responsables de l'éducation du groupe scolaire de Broukro, il s'agit de créer une saine émulation entre les apprenants. Parrain de la cérémonie, le député Charles Niaoré encourage tous les acteurs de l'école à tendre vers l'excellence. Chacun de nous doit pouvoir, à sa façon et à sa manière, contribuer à l'éducation des enfants ivoiriens. Et cela passe par encourager ceux qui sont déjà les plus méritants dans nos différentes classes et encourager aussi ceux qui font des efforts pour être parmi les meilleurs mais qui n'y arrivent pas. Témoignons notre reconnaissance au corps enseignant de Bouaké, mais surtout dire à nos enfants qu'ils peuvent compter sur les aînés que nous sommes pour les accompagner, pour les aider à devenir les élites de demain. L'école primaire camp militaire et les étudiants de l'université Alassane Ouattara, ressortissants d'Aboisseau, ont également bénéficié du soutien du député au cours de leurs respectives célébrations de l'excellence. Il s'agit pour Charles Niaoré de contribuer à la bonne marche de l'école dans la région de Gbeke. Le Forum des libéraux de Côte d'Ivoire œuvre à la promotion d'une économie libérale. Il met à contribution les collectivités locales pour l'employabilité des jeunes. En la matière, les mairies d'Abobo, de Yopougon et de Yakassé à Tobrou ont partagé leurs expériences. Didier Nguessan. Rosemonde, la vingtaine, a ouvert son atelier de couture depuis bientôt 1 an dans la commune d'Abobo.
Une installation rendue possible grâce au soutien financier et technique du Forum des libéraux de Côte d'Ivoire, une organisation qui prône le libéralisme économique. J'étais apprentie et une fois il y a une soeur qui me dit qu'il y a un Forum des libéraux qui est là, qui aide la jeunesse à s'installer, tout ça là. D'accord, donc on est parti voir, je suis parti à leur bureau, ils ont vu, ils m'ont dit de chez une place, ils sont venus, ils ont vu, puis ils m'ont fait installer. Comme Rosemond, Yvonne a également bénéficié de l'appui du forum. J'ai expliqué mon projet et ils sont venus superviser ce que je voulais faire comme projet. Voilà, ils m'ont aidé aussi à voir tout ce que vous voyez là. Des actions de terrain pour lesquelles les libéraux entendent impliquer les collectivités locales. Elles ont été conviées à partager leurs expériences sur l'employabilité des jeunes dans leur circonscription. Les collectivités locales, notamment les mairies, constituent pour nous des véritables canaux d'insertion des jeunes en matière d'emploi. Et donc il est important pour nous, le Forum des libéraux, de faire partager leurs différentes expériences et de voir leurs visions pour faciliter l'insertion des jeunes. On a formé plus de 300 jeunes sur l'élevage et dans le domaine de l'agriculture. L'auto-emploi, l'initiative privée et la libre concurrence sont les valeurs que prône le Forum des libéraux de Côte d'Ivoire. État civil en Côte d'Ivoire, de nouveaux mécanismes d'enregistrement des naissances et décès sont mis en œuvre dans les régions de la Nawa, du Boclé et de San Pedro afin d'accroître le taux de déclaration des faits d'état civil. Une phase pilote a été menée dans ces régions et l'Office national de l'état civil et de l'identification travaille aujourd'hui à l'étendre à tout le pays. Hervé Blé. Après des mois de mission et de collecte, c'est l'heure du bilan pour le projet pilote sur les nouveaux mécanismes d'enregistrement des naissances et décès dans les délais. Le moment de passer en revue les résultats, d'apporter des corrections aux dysfonctionnements constatés. Généralement, en consultation prénatale, quand les mamans arrivent, la plupart des mères n'ont pas le nom exact de leur mari. Et à la naissance, les enfants n'ont pas immédiatement aussi le nom et ça pose des problèmes pour l'enregistrement. Nous avons près de 9000 villages en Côte d'Ivoire et toutes ces personnes qui vont travailler désormais à collecter les faits, comment on les prend en charge. Au niveau des bureaux d'état civil eux-mêmes, les bâtiments qui doivent abriter ces bureaux d'état civil. Vous savez que ce sont des bureaux qui seront installés dans les villages. Il n'y a pas encore de bâtiments, alors que nous voulons rapprocher le système des populations. Avec les nouveaux mécanismes, ce que vise l'Office national de l'état civil et de l'identification, ONESI, anciennement Office national de l'identification, ONI, c'est rapprocher davantage des populations les centres d'état civil qui sont en moyenne à plus de 15 km. Le projet pilote qui a vu l'établissement de points de collecte dans les centres de santé, les gros villages et hameaux des régions de la Nawa, du Boclé et de San Pedro connaît des résultats satisfaisants. Nous sommes passés du simple au triple des déclarations. L'objectif de cette rencontre est de permettre à l'ensemble des acteurs des différents ministères qui ont expérimenté ces nouveaux mécanismes à travers la Côte d'Ivoire de sortir des leçons pertinentes qui seront prises en compte dans l'élaboration des décrets portant application de la loi sur l'état civil. Une fois corrigés les dysfonctionnements constatés lors du projet pilote, l'UNICEF entend appuyer l'État dans l'implémentation des nouveaux mécanismes dans 9 autres régions, dans le souci d'accroître le taux de déclaration des faits d'état civil en Côte d'Ivoire. Sécurité routière, la répression contre l'incivisme est en marche dans la région de Gbeke. Plus question des engins à 2 ou 3 roues sans casque de sécurité ou toute autre infraction routière. Le préfet de la région a mis en mission les forces de l'ordre. Kader Sogodogo. Un chauffeur de véhicule de transport de type Massa avec à son bord 18 passagers vient de griller le feu rouge sous les yeux du préfet de région de Gbeke et des grands commandements. Il est très vite intercepté. Sur la route, là, quand on prend quelqu'un qui a brûlé le feu, là, on va traiter sur ça. Mais si tu refuses, c'est au tribunal. Il dit faire quoi? On demande pardon. Bouaké a donc lancé une opération de lutte contre l'incivisme routier. Le préfet de région veut prendre le taureau par les cornes. Nous demandons à tous ceux qui ont des engins, des véhicules qui circulent, de savoir qu'il y a un feu rouge qu'il faut respecter, de savoir que le véhicule qui roule doit avoir des pièces. Sur le terrain, policiers, gendarmes et militaires sont présents.
Contrôle de documents afférents aux engins, respect du code routier, rien ne sera négligé. Les grands commandements ont donc décidé pour cette phase répressive d'occuper les carrefours de la ville de Bouaké, et ce, chaque jour. Vous avez donc des équipes qui sont à des feux et qui ont pour mission d'interpeller tous les contrevenants au code de la route. Cette jeune fille conduisant une moto sans porter de casque de sécurité a vu son engin saisi. Je suis quitté à l'examen du bac. Je n'ai pas de casque. On m'a demandé d'aller à la préfecture de police. Je vais payer un casque. Dans la ville de Bouaké, le changement est visible. Le port de casque de sécurité pour les engins à 2 ou 3 roues est devenu une réalité. L'opération, quant à elle, suit son cours. Le tribunal militaire d'Abidjan condamne à 5 ans de prison ferme et à 3 millions d'amende un ancien officier de gendarmerie. L'ex-responsable de l'escadron des services d'honneur de la gendarmerie nationale a été reconnu coupable de violation de consignes et d'escroquerie. Abou Sanogo. Lieutenant-colonel et chef d'escadron des services d'honneur à la gendarmerie nationale au moment des faits. Aujourd'hui appelé à faire valoir ses droits à la retraite, cet ancien officier comparé à la barre du tribunal militaire d'Abidjan pour des faits d'escroquerie portant sur plusieurs millions de francs CFA. Complicité d'escroquerie et violation de consignes. Il n'est pas cité seul dans cette affaire. Il est inculpé avec son comptable, un maréchal des logis en ce moment en fuite. 21 personnes ont porté plainte contre eux pour escroquerie portant sur la somme de 180 250 000 francs CFA. L'officier se faisait passer pour un chef d'entreprise. Il avait donc un projet pour la réhabilitation des bâtiments de l'unité des services d'honneur et l'équipement en engins à 2 roues des services d'escorte présidentielle. Pour faire aboutir son projet, l'officier et son comptable vont solliciter plusieurs opérateurs économiques. Ils leur promettent des contrats suivis d'intérêts, et cela même sans l'accord de leur hiérarchie. Ces opérateurs ont attendu en vain l'appui du PPU, du programme présidentiel d'urgence, comme il leur avait été promis. Ayant patienté pendant 3 ans sans être remboursés depuis 2014, ils ont porté plainte. À la barre, le prévenu a nié les faits. Néanmoins, il va reconnaître avoir touché la somme de 16 millions de francs CFA. Il sera vite contredit par ses victimes qui, au tribunal, ont dit avoir reçu de faux reçus et présenté d'autres preuves de l'escroquerie. Ces faits sont jugés graves par le commissaire du gouvernement qui a requis la peine de 20 années. Reconnu coupable des faits d'escroquerie et de violation de consignes, et après avoir délibéré, le tribunal militaire d'Abidjan les condamne à 5 années d'emprisonnement ferme chacun et 3 millions d'amende. Dépose un mandat d'arrêt contre le maréchal des logis en fuite, le condamne aux dépens. Une sentence qui satisfait les avocats de la défense. Il s'agissait d'un dossier dont a fait l'écho la presse, et où l'image de notre client avait été, je veux dire, quasiment souillée. Par rapport au réquisitoire du commissaire du gouvernement qui demandait 20 ans d'emprisonnement, je veux dire, les circonstances étant, je veux dire, nous nous réjouissons de ce que cette peine-là ait été largement diluée. Les avocats de la défense entendent ce pourvoi en cassation afin d'obtenir la relaxe de leurs clients. Le ministre Maurice Bandama partage son expérience avec des jeunes femmes leaders. Les membres de CEFIS, une organisation qui fait la promotion de l'autonomisation des femmes, ont pu échanger avec le ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie. Le point de Patricia Omoetia. Lieu privilégié d'échange et de partage d'expériences. Cette rencontre avec les jeunes femmes leaders a permis de resserrer les liens, de poser des questions et de relancer les enjeux. Une opportunité d'échange et de partage pour ces 24 jeunes femmes leaders de l'association CEFIS. Pour Sephora Kodjo-Kwasi, ces échanges visent à inspirer ces jeunes femmes à travers des modèles de réussite. Après les 6 semaines de formation, les filles sont suivies par l'association pour voir l'impact et le changement dans leur communauté. Elles viennent avec des idées de projets, elles viennent avec des ambitions comme ça que nous voulons les aider à développer et à renforcer sur leur communauté. Partir de rien, se fixer des objectifs et s'efforcer de les atteindre. J'étais condamné à réussir, indique le ministre de la Culture au cours des échanges avec les jeunes femmes leaders. Je suis fils de paysan. Dans mon village, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de l'eau, il n'y avait pas d'électricité.
nous marchions des kilomètres pour aller à l'école. Mais en même temps, j'avais l'ambition de réussir mes études. Et j'ai dit à une jeune dame qu'elle doit avoir de l'imagination, qu'elle doit avoir de l'ambition, qu'elle doit être surtout structurée et organisée. Et éviter naturellement les influences du moment à travers les réseaux sociaux, à travers la fuite dans le virtuel et affronter la réalité, parce que c'est une réalité africaine qui est pleine d'opportunités. Des échanges fluides et profitables qui ont permis à toutes ces jeunes femmes leaders de découvrir le parcours et les expériences de leurs mentors afin de rester leaders en s'aidant mutuellement. Dans l'actualité politique, rencontre de la coordination à Bobo du mouvement politique Action 2020. Ce mouvement s'engage à œuvrer continuellement à la cohésion et au renforcement d'un climat de paix et d'harmonie en Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Ahmed Traoré et Kolo Koulibaly. Pour ces actions de développement en faveur du pays, le mouvement politique Action 2020 fait bloc autour du chef de l'État. Selon ses responsables, le président Alassane Ouattara est une chance pour la Côte d'Ivoire. Au cours de son conclave départemental organisé à Bobo, le président de cette formation politique a égrené quelques réalisations du chef de l'État dans plusieurs secteurs. Toutefois, il condamne les propos de certains hommes politiques. À Bobo, tout ce qui se raconte n'est que véritablement des pures contre-vérités. Et que vous voyez aujourd'hui, tous ceux qui étaient dans la salle sont des nouveaux majeurs qui sont prêts à aller se faire enrôler. Il s'agit de la mobilisation des militants du RHDP dans son bastion qui est la commune d'Abobo. Au terme du premier conclave du mouvement Action 2020, une motion a été adressée au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui, selon les initiateurs de cette rencontre, a abordé les efforts du gouvernement dans plusieurs secteurs. Le mouvement entend organiser une grande rencontre les jours à venir, ce pour contribuer à l'implantation du RHDP. L'actualité sportive nous mène en Égypte. Un accord va être conclu dans les prochains jours entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire dans le cadre de la coopération bilatérale dans le domaine du sport. Le ministre ivoirien des Sports, Dan Paulin, a rencontré au Caire son homologue égyptien et l'Égypte s'engage à apporter son expertise à la Côte d'Ivoire, notamment pour la réussite de l'organisation de la CAN 2023 prévue dans le pays. Abdoulaye Koné. La Côte d'Ivoire et l'Égypte vont signer un accord dans le domaine sportif. Les ministres des deux pays, Achraf Sobi et Claude Polindano, ont largement évoqué la question lors d'une audience accordée par le ministre égyptien à son homologue ivoirien. Mais avant la dite signature, promesse ferme, l'Égypte s'engage à apporter son expertise à la Côte d'Ivoire pour la réussite de l'organisation de la CAN 2023. Nous avons évoqué la coopération entre nos deux gouvernements dans le domaine sportif. Nous ambitionnons d'intensifier cette coopération car nous savons que la Côte d'Ivoire va organiser la CAN 2023. Dans ce sens, nous entendons partager notre expérience avec la Côte d'Ivoire en ce qui concerne l'organisation de compétitions majeures comme la CAN. Nous avons profité de cette audience pour renforcer les relations bilatérales entre nos deux pays et notamment la coopération en matière sportive. Nous traduisons notre reconnaissance à Monsieur Son Excellence Achraf Sobi, ministre de la Jeunesse et des Sports d'Égypte, pour son engagement, pour l'engagement de l'ensemble de ses collaborateurs à apporter leur contribution au succès de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Et le chef de la délégation ivoirienne au Caire de saluer l'accueil chaleureux et fraternel dont bénéficie son équipe sur place. Je voulais traduire donc la reconnaissance de la délégation que j'ai eu le privilège de conduire ici à la demande de son Excellence, Monsieur le Président de la République, au Président Al-Sisi. Les fraternelles salutations du Président Alassane Ouattara pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé ici et surtout pour l'organisation parfaite de la CAN 2019 ici en Égypte. L'audience qui s'est tenue au Caire, en présence de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Égypte, Timothée Ezouan, a été l'occasion d'évoquer d'autres points de coopération Côte d'Ivoire-Égypte, notamment dans le domaine du sport. Demain jeudi, les éléphants de Côte d'Ivoire vont tenter d'arracher leur place en demi-finale face à l'Algérie. Et la seconde rencontre à l'affiche demain, Madagascar-Tunisie. Voilà, merci à tous de votre attention. À demain soir sur RTI 1.